Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce quatrième webinaire dans la tête d'un enquêteur consacré aux entretiens. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Benjamin Fondé, je suis senior manager chez Grant Thornton en charge de l'offre investigation forensique. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Nicolas Brooke. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous, aujourd'hui. Donc, en effet, je suis avocat, j'exerce principalement en contentieux des affaires, mais également sur des dossiers de compliance. Et dans ce cadre, j'accompagne assez fréquemment des clients sur des problématiques d'enquête interne. Bien. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, nous vous proposons donc dans un premier temps de faire un rappel des épisodes précédents. Vous le savez maintenant, le projet Purple est un cas pratique imaginaire que nous développons au fur et à mesure des webinars pour avancer dans notre enquête. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui sera consacrée à l'importance des entretiens au cours d'une investigation. Puis nous traiterons du déroulement des entretiens et pour terminer enfin par les difficultés rencontrées avant de procéder à une phase de questions-réponses. C'est parti. Le rappel des épisodes précédents. Le premier webinaire a été consacré au data analytics, donc qui consistait à l'analyse des données structurées. On avait un deuxième webinaire sur la stratégie d'enquête et un troisième webinaire sur le digital forensic, l'analyse des ordinateurs et des téléphones. Donc, dans notre cas pratique, notre client, groupe industriel, a reçu une alerte éthique d'un de ses fournisseurs qui l'avertit qu'il a été approché pour demander des avantages personnels en échange de l'attribution de marché. Donc, nous avions saisi les données comptables et à l'aide du data analytics, nous avons fait les premières recherches pour approfondir cette information initiale. Et on avait constaté qu'on avait 2 fournisseurs qui avaient un chiffre d'affaires qui montait progressivement, alors que les 3 autres avaient un CA qui était descendant. On avait aussi identifié un sponsoring hors compte dédié, en l'espèce le club nautique des marins brestois. Au cours du second webinaire, on a abordé la stratégie d'enquête. On a décidé de procéder à l'analyse de l'ordinateur et du téléphone professionnel de Baptiste Flamand, qui est le responsable des achats chez le groupe industriel, afin de déterminer ses relations avec IT Partners et Coué SARL, donc les 2 fournisseurs en cause, et de toujours bien sûr garder en tête un lien possible avec ce sponsoring hors compte dédié, le club nautique des marins brestois. Au cours du troisième webinaire, donc on avait procédé à l'analyse du téléphone et de l'ordinateur, et donc on avait constaté plusieurs choses. Donc on avait retrouvé un contrat de partenariat qui correspondait au sponsoring hors compte dédié, toujours au profit de ce club nautique. On avait découvert des devis qui avaient été modifiés pour être compétitifs de la part de ces 2 fournisseurs après des échanges de mails. Et on avait aussi, dans les mails, trouvé directement des indications sur le montant des concurrents au cours des appels d'offres. On avait aussi fait le lien avec le club nautique en découvrant des photographies de ce club où on avait donc Baptiste Flamand accompagné des dirigeants de Coué SARL et de IT Partners. Voilà, donc nous allons pouvoir maintenant traiter de l'importance des entretiens dans une enquête. Donc tout d'abord, l'exercice de l'entretien, on constate, moi j'ai constaté au cours de mon expérience qu'il était souvent sous-estimé dans une enquête. On va voir, on va le développer tout au long de ce webinaire. C'est pourtant une étape essentielle qui vient clôturer une investigation et c'est une erreur de vouloir s'en passer. Tout d'abord, on a 2 types différents d'entretiens. Le premier, vous l'avez là, il s'agit des entretiens qui sont réalisés avec les lanceurs d'alerte, avec les témoins, avec les victimes. Donc le but, la caractéristique de cet entretien, c'est que vous avez en face de vous une personne qui souhaite apporter son concours à l'enquête. Donc on va devoir essayer autant faire se peut d'être détaillé et factuel. Mais il faut aussi garder en tête qu'il faut savoir remettre en cause le témoignage du lanceur d'alerte, du témoin ou de la victime, car on n'est jamais à l'abri d'avoir un initiateur d'investigation qui cherche à se servir de l'enquête pour en tirer profit. Alors, ça peut être un fournisseur qui essaye de faire du tort à ses concurrents,
etc. Donc, il faut toujours rester prudent avec ces premiers témoignages et rester surtout très objectif. Quand vous êtes en entretien avec une victime, les deux choses principales, les deux choses les plus importantes, d'abord, ça va être de faire cesser l'infraction. Si vous avez une victime, le fait de faire cesser l'infraction est primordial sur l'investigation. Ça doit prendre le pas, ça peut se faire au détriment de l'investigation. On ne peut pas faire des investigations avec une victime qui subit encore une infraction qu'elle vient dénoncer. La deuxième étape, c'est aussi de lui proposer des mesures d'aide aux victimes. Toutes les entreprises disposent de telles mesures, donc il ne faut pas hésiter à diriger la victime vers ces mesures et à rappeler l'importance du secret médical, savoir que ça sera fait en toute confidentialité et de manière totalement décolérée de l'investigation. Donc généralement, ces entretiens se font en début d'enquête. On est dans la première étape, l'étape préliminaire, où on va chercher à approfondir l'information initiale. Il faut faire attention à ce que ces entretiens, là je parle surtout pour les entretiens avec les témoins, elles ne doivent pas contrevenir à la confidentialité de l'enquête. Donc stratégiquement, les entretiens de témoins doivent être placés dans le déroulement des investigations à un moment où vous risquez, où l'enquête, la confidentialité de l'enquête risque le moins. Tout ça pour pouvoir se préserver de la volatilité des preuves. Et donc, on ne va pas plus le traiter au cours de ce webinaire, car ce type d'entretien est vraiment très similaire à un entretien d'audit, somme toute classique. Donc, sur le deuxième type d'entretien, ça va être l'entretien qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est celui qui concerne les personnes visées par l'enquête et les complices. Donc, tout d'abord, des conditions d'entretien. Il faut faire des entretiens verbatim, c'est-à-dire qu'il faut noter mot pour mot les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données. Ils seront relus et signés à la fin par la personne qui sera entendue. Et si cette personne est d'accord, puisque vous vous rappelez, dans le deuxième webinaire, on avait évoqué les droits de cette personne, elle peut refuser, mais si elle est d'accord, il faut aussi filmer l'entretien. Ça va nous faire on va pouvoir comme ça blinder tout ce qu'on va pouvoir récupérer comme information durant l'entretien. Donc sur le point de vue, c'est l'interprétation des faits découverts. Quel est le but de cet entretien? Tout au cours de la stratégie d'enquête, on essaie d'être factuel, objectif, et on va découvrir des faits. Mais ces faits, même en voulant rester factuel, on va forcément vouloir leur donner un sens. Et donc, c'est important d'avoir cet entretien avec la personne visée par l'enquête, afin qu'elle puisse elle-même donner son interprétation des faits qui ont été découverts. Si vous voulez intervenir, Nicolas, n'hésitez pas. Oui, merci Benjamin. Peut-être une observation sur la question du verbatim. C'est clair que enfin, la question du support de l'entretien qui permettra ensuite d'en réaliser la restitution est une question assez délicate et notamment dans les dossiers internationaux où vous aurez une entreprise française qui pourrait faire l'objet d'une enquête judiciaire en parallèle par une autorité étrangère et parfois également par les autorités françaises. Les avantages du verbatim. Alors moi dans mon esprit, le verbatim, c'est vraiment l'enregistrement en fait et le cas échéant un enregistrement audio des propos qui ont été tenus par l'employé dans le cadre de l'entretien. Et les avantages sont évidents. Bon, c'est l'exhaustivité et c'est l'exactitude du compte-rendu qui pourrait être dressé à l'issue de l'entretien. C'est simplement une retranscription de ce qui aura été dit. Et ça peut revêtir une importance qui est absolument fondamentale dans des dossiers, encore une fois, internationaux, où vous aurez des personnes qui interrogent, des personnes qui sont interrogées, qui seront amenées à s'exprimer dans une langue qui ne sera pas forcément leur langue maternelle. Et donc, j'ai des dizaines d'exemples en tête où des incompréhensions ou des contresens ont pu avoir un impact extrêmement dommageable, soit pour l'entreprise, soit pour la personne entendue, dans le cadre de ces entretiens. L'inconvénient du verbatim, c'est que dans certains systèmes juridiques, un verbatim, c'est-à-dire encore une fois
un procès-verbal, un enregistrement de ce qui a été dit, ça pourrait ne pas être considéré comme étant couvert par le secret professionnel. Et dans ces conditions, sa production pourrait être exigée par une autorité de poursuite, ou alors dans le cadre de procédures civiles dans des pays de common law où vous avez de la discovery, on pourrait en exiger la production. Et bien souvent, ces comptes rendus, verbatim ou pas du reste, sont des pièces absolument cruciales dans un dossier, dans la mesure où ça permet de boucler la boucle en quelque sorte. Vous avez les emails et ensuite le sens qu'il convient de leur donner à la lumière des entretiens qui auront été passés par les parties prenantes. C'est pour ça qu'en général, la pratique dans les dossiers où vous avez ce genre d'exposition, c'est non pas d'avoir recours à du verbatim, mais de demander en fait aux avocats, voire aux juges d'entreprise s'ils disposent du secret professionnel. On sait qu'en France, on n'en est pas encore là malheureusement, mais de leur demander de dresser un compte rendu, ce qui permet de faire valoir que ce compte rendu, c'est du travail de juriste ou de conseil externe, et donc c'est couvert par le secret professionnel. Très bien. Et vous aviez aussi, je pense, des choses à ajouter au niveau du point de vue, au niveau du but de cet entretien. Donc je poursuis. On a aussi un respect des règles de droit. Ah. Ouais, pardon. Oui, c'est ce que je disais en fait dans le cadre des observations que je faisais sur le verbatim. L'entretien, en effet, c'est une phase absolument cruciale parce que ça permet de boucler la boucle. C'est le terme que j'ai employé. Vous avez des traces écrites, mais encore faut-il bien comprendre le sens qu'il faut leur donner. Et comme on le sait, on ne parle pas comme on écrit. On ne s'exprime pas au téléphone comme on le ferait en rédigeant un courrier. Et donc c'est en ça que cette phase d'entretien est absolument cruciale. Et bien souvent, ça permet de lever les ambiguïtés, de se rendre compte dans certains cas que ce qu'on croyait être en réalité, relevé d'une infraction pénale, le cas échéant, était en réalité une plaisanterie ou quelque chose de tout à fait légitime. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, moi, j'ai connu des exemples quand j'étais en police judiciaire où à partir des écoutes téléphoniques, comme il s'agissait de retranscription par des interprètes, parce qu'on était sur une langue étrangère, on perd effectivement le ton et l'intonation avec lesquels sont dits les mots, et ça arrive exactement de penser qu'on tient quelque chose de très gros et de très grave et de très important, alors qu'en fait, il peut s'agir juste d'une plaisanterie, oui, effectivement. Donc la troisième étape, ça va être le respect des règles de droit dans ces entretiens. Donc c'est assez particulier hein, avec les personnes visées par une enquête. Il faut garder en tête et à l'esprit pendant tout le déroulement de l'entretien que cette personne dispose de droits et qu'elle peut les exercer à tout moment. Je pense notamment à la liberté de se taire. La personne que vous avez en face n'est en rien obligée de répondre à vos questions et on va le traiter par la suite. C'est tout l'intérêt d'utiliser de techniques et de stratégies psychologiques pour la mettre dans des conditions où cette personne a envie de répondre en fait. Mais elle n'a absolument pas du tout l'obligation de le faire. Elle peut aussi, par la même, mettre fin à l'entretien et refuser de signer à tout moment. Alors, fin à l'entretien, c'est très frustrant quand vous êtes en plein milieu d'une audition, mais ça peut très bien arriver si vous avez une discussion sur des faits qui sont très désagréables à cette personne, elle peut très bien à un moment se lever et se dire, écoutez, puisque c'est comme ça, on arrête. Et donc là, il faudra faire preuve d'ouverture et de discussion avec elle pour essayer de régler ce problème. Et elle peut aussi refuser de signer alors, moi, je parle de verbatim écrit, puisque j'ai des réflexes de policier, mais c'est vrai qu'à la fin, on fait relire notre verbatim, et si la personne est d'accord, si elle veut modifier des choses, on modifie, et si elle est d'accord, elle signe. Elle peut aussi refuser de signer. Et alors, la question de l'assistance par l'avocat, je pense qu'elle n'est pas forcément réglée encore aujourd'hui. Maître Gros, vous voulez peut-être intervenir sur cette question ? Oui, merci Benjamin. Donc peut-être juste un mot sur
sur ce que vous disiez auparavant. Donc, en effet, il n'y a pas de pouvoir coercitif de l'employeur vis-à-vis de ses employés. L'employeur ne peut pas forcer un employé à s'exprimer sur des faits si l'employé estime qu'il préfère garder le silence parce qu'il préfère ne pas s'auto-incriminer, etc. Cela étant, il faut être très clair sur le fait que la jurisprudence en droit du travail a dégagé de longue date un devoir dit de loyauté de l'employé vis-à-vis de son employeur. Et il y a des décisions qui ont retenu que, au titre du devoir de loyauté, l'employeur pouvait insister pour qu'un employé participe pleinement, de bonne foi, à une enquête interne, et notamment de se rendre à un entretien et de répondre aux questions qui sont posées. Donc encore une fois, on ne peut pas forcer qui que ce soit à s'exprimer. Cela étant, en cas de silence ou d'obstruction, les conséquences peuvent en être tirées, notamment sur un terrain disciplinaire. Donc ça, c'est important de le rappeler. Sur la question de l'accompagnement par un avocat, pour schématiser, je crois qu'il faut distinguer deux situations. La première est celle où l'employé, entendu dans le cadre d'une enquête interne, pourrait être mis en cause en parallèle dans le cadre d'une procédure civile ou pénale. Et là, encore une fois, la jurisprudence a retenu une obligation de prise en charge des frais de justice de l'employé par l'employeur à partir du moment où les faits en question ont été commis ou sont survenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Et donc, dans une telle situation, il n'y a pas vraiment de doute. L'employé peut se faire accompagner par son conseil et l'employeur devra prendre en charge les honoraires de l'avocat. Dans des situations différentes, où vous n'avez pas de procédure judiciaire en cours en parallèle, à ma connaissance, il n'y a aucun fondement qui permettrait à un employé d'insister pour que son avocat soit présent dans le cadre de ses entretiens, et encore moins demander la prise en charge de ses honoraires. Et donc, c'est une décision qui peut être prise en quelque sorte en opportunité par l'entreprise. Est-ce que oui ou non, on va permettre à l'employé qui est entendu de se faire accompagner? Alors, à première vue, on peut considérer que pour tout un tas de raisons, l'intervention d'un avocat dans ce cadre est un facteur de complication pour tout un tas de raisons. Mais je veux dire qu'en pratique, quand j'étais encore en entreprise, j'ai constaté que l'intervention des avocats, même si elle pouvait représenter un coût, le cas échéant pour l'entreprise, si elle acceptait de payer les honoraires, et si c'était également un facteur de lenteur, d'organisation, etc., c'était en général bénéfique pour toutes les parties prenantes. Parce qu'en fin de compte, le rôle de l'avocat dans ce cadre, c'est quoi? C'est d'assister son client à se faire entendre, à se faire comprendre. Et ce n'est pas toujours évident quand vous êtes, je ne sais pas, ingénieur ou spécialiste de questions de logistique ou autre, de participer à ce genre d'exercice. C'est quand même très particulier. Et donc, d'être accompagné peut permettre de se faire bien comprendre. Et encore une fois, avant qu'on atteigne le stade où des comportements illicites ont très clairement été commis, de mon point de vue, il y a une espèce de concordance ou de convergence d'intérêts, si vous voulez, entre l'employé et l'employeur, parce qu'en fin de compte, l'intérêt de tous, au stade où on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire, c'est l'espoir d'arriver à un point où on pourra se dire, écoutez, après avoir regardé en détail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'infraction. Mais encore faut-il être en mesure de s'expliquer de manière claire et convaincante pour arriver à ce stade-là. Et ce que je vois, c'est que les avocats qui peuvent intervenir dans ce type de contexte peuvent s'avérer extrêmement utiles à cet égard. Tout à fait. Moi, je me permettrais d'ajouter que moi, ça n'a jamais sur des considérations plus pratiques,
Effectivement, moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir une personne qui était assistée d'un avocat en face, parce que déjà, d'une part, je vous l'avais expliqué dans le deuxième webinaire, on a des règles du jeu qu'on se doit de suivre tout au long des investigations, et à partir du moment où on les a respectées, ça pose aucun problème. Et l'autre avantage, c'est qu'on va avoir une personne qui sera en face de vous beaucoup plus détendue aussi, et donc plus ouverte pour répondre à vos questions. Autre point de droit à respecter aussi dans ce type d'entretien, il est important, celui-ci, c'est la confidentialité du lanceur d'alerte. Dans les alertes de type Sapin 2, la confidentialité du lanceur d'alerte est protégée par la loi. Et 9 fois sur 10, quand vous entendez quelqu'un dans ce cadre d'enquête, 9 fois sur 10, à un moment, il va vouloir savoir qui est le lanceur d'alerte, qui est à l'origine de cette enquête, qui le met en cause. Donc, par contre, vous n'avez pas le droit de contrevenir à cette confidentialité. Et donc, en caractéristique de ce type d'entretien, donc ça se fait en fin d'investigation. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'entretien sera réalisé avec cette personne, il y a de fortes chances que vous ayez dû lui donner connaissance de l'ensemble des faits que vous avez découverts. Et donc après, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois que vous lui avez donné la connaissance, il y a tout un tas de techniques que vous ne pouvez plus utiliser. Et d'autre part, c'est aussi cet entretien qui va vous permettre de déterminer avec précision le degré de responsabilité des différents acteurs de l'investigation. Peut-être, Benjamin, peut-être juste un mot sur la question de la confidentialité qui doit entourer l'identité de l'auteur d'un signalement. Alors, c'est clair que, de mon point de vue, c'est vraiment une des difficultés pratiques les plus importantes qu'on rencontre dans ce type d'enquête interne, et plus précisément quand vient le moment d'interroger les personnes qui ont fait l'objet du signalement. Parce qu'en effet, on se rend compte que en pratique, il est souvent extrêmement difficile d'interroger quelqu'un qui a fait l'objet d'une alerte sans donner l'identité de la personne qui a formulé les accusations. Soit volontairement parce que c'est nécessaire pour se faire comprendre, pour que la personne comprenne les questions qui lui sont posées, soit ça peut arriver par inadvertance, parce qu'on fait référence à des faits ou à des circonstances qui permettront d'identifier l'auteur de l'alerte assez facilement. Donc je trouve que c'est une vraie difficulté pratique. Par ailleurs, je crois qu'il faut garder en tête que le droit d'alerte en France, c'est un véritable millefeuille. Il y a tout un tas de dispositifs qui se superposent les uns aux autres, et parfois avec des différences plus ou moins subtiles. Et par exemple, la question de la confidentialité, selon moi, il n'est pas du tout certain que cette exigence existe en matière d'alerte lancée sur le fondement du Code du travail, en matière de harcèlement. Il n'y a pas de condition de confidentialité qui soit prévue. Et on voit bien à quel point il est difficile de concevoir, interroger quelqu'un qui a fait l'objet d'une accusation de harcèlement sans révéler l'identité de la victime. Enfin, ne serait-ce que pour des raisons de loyauté, mais également juste pour avoir un échange constructif. On a beaucoup de mal à imaginer comment de tels entretiens peuvent se dérouler avec une espèce de confidentialité absolue entourant l'identité. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, cette question de la confidentialité se retrouve aussi dans le premier type d'entretien. Effectivement, quand vous faites un entretien avec le lanceur d'alerte, il faut toujours veiller à ce que vous n'enregistriez pas il ne faut pas enregistrer des informations dans votre acte de procédure qui pourraient permettre de l'identifier par la suite. Et donc, il y a des moments où on est obligé de faire le tri dans les informations qu'on peut ou pas rentrer dans l'enquête. Bien, donc le déroulement des entretiens maintenant. Alors, pour réaliser un entretien, ça fait appel aux sciences humaines. Donc, je vais vous le détailler. Donc, son déroulement, chaque entretien va être unique parce qu'il dépend de nombreux facteurs. Le premier facteur, ça va être la perception que la personne que vous entendez a de vous. C'est ce qu'on va appeler l'effet halo, que je vais pouvoir traiter plus en détail par la suite. Le deuxième, ça va être les faits qui ont été découverts. Effectivement, en fonction des faits que vous avez découverts, l'entretien va se réaliser différemment. Mais aussi,
il va falloir prendre en compte l'importance que lui accorde à ces faits. Pour certaines personnes, quand vous les entendez sur des petits faits qui ont l'air vraiment très légers, pour elles, ça peut être des choses vraiment très importantes. Donc c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans l'entretien. Le contexte de l'entretien dans lequel il va se dérouler, effectivement, va aussi influencer sur son attitude et sur ses réponses. Sa psychologie, bien sûr. Là, je ferai le lien avec le 3e webinaire où on avait commencé à pouvoir définir quelques traits de psychologie en fonction de l'utilisation des ordinateurs. Donc, c'est là qu'on va pouvoir aussi se servir de ce portrait qu'on a pu dresser. Et on a aussi l'effet Pygmalion qui sont des réactions qui sont conditionnées, où la personne, en fait, c'est une réaction naturelle où on a tous tendance à agir comme on attend qu'on doive agir. C'est un peu... je m'embrouille. Ce sont des réactions conditionnées. Vous agissez comme on vous le demande, en fait. Donc ça aussi, et puis de nombreux autres facteurs vont devoir être pris en compte durant tout l'entretien. Et là, c'est l'un des points le plus important pour un bon enquêteur en entretien. Il faut avoir de l'empathie au sens étymologique du terme, à savoir être capable de percevoir chez les autres quels sont les sentiments qui s'y déroulent. Nicolas, je pense... Oui, ouais, peut-être un mot là-dessus, et notamment sur cette question d'empathie. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Benjamin. Et peut-être de manière plus générale, je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait que le comportement en fait à adopter dans le cadre de ces entretiens, c'est vraiment quelque chose qui s'improvise pas. Faut pas oublier que vous soyez avocat, consultant, compliance officer ou juriste d'entreprise, ces entretiens ne sont ni une plaidoirie, ni un interrogatoire, et certainement pas une audience de jugement correctionnel. Et donc il est impératif, je crois, de se mettre en condition et d'aller à ces entretiens avec l'esprit le plus ouvert possible, sans jugement, en toute objectivité, et de créer une espèce de lien, alors j'ose à peine dire de confiance, en fait, avec la personne que vous interrogez. Ça exige de procéder de manière totalement loyale et transparente, d'expliquer très clairement quelles sont les règles du jeu, ne pas donner l'impression aux personnes que vous les menez en bateau en étant plus ou moins de leur côté, en créant une fausse connivence. Vous êtes là pour défendre l'entreprise et pour enquêter. Vous êtes clair à cet égard, mais en même temps, vous êtes là pour entendre et pour écouter, sans jugement et en toute objectivité. Et c'est uniquement à cette condition, en réalité, que la personne acceptera elle-même de coopérer. C'est-à-dire que vraiment la clé est entre ses mains, vous ne pouvez pas la forcer, et c'est avec cette espèce de forme d'intelligence de comportement en fait qu'elle acceptera, si tout va bien, in fine, de se livrer à vous. Je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où vous mettez cette personne dans un contexte un contexte de discussion et que vous arrivez à lui faire passer le message que vous êtes là pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est là qu'on va réaliser vraiment le meilleur entretien. Et donc, alors il est difficile de déterminer les différentes étapes dans un entretien, parce que comme je vous le disais, chaque entretien est unique, il va dépendre de votre personnalité, de la personnalité de la personne, des faits et du contexte. Néanmoins, bon, on va essayer de diviser ça en 4 parties où on a la préparation de l'entretien, donc tout ce qui peut se passer en amont. On va avoir ensuite dans l'entretien une phase de questions générales, une phase de confrontation avec les faits et un final où on va pouvoir clore l'entretien. Donc la première partie, c'est la préparation de l'entretien. Donc la première chose qu'il va falloir déterminer, c'est quel est le lieu de l'entretien. Pourquoi? Parce que le lieu est un élément de contexte très important qui va avoir une grande influence sur les réponses que vous allez obtenir en entretien. Si vous entendez une personne dans son propre bureau, à mon sens, vous faites une erreur. La personne est dans un contexte qu'elle maîtrise totalement, qu'elle connaît très bien, qu'elle connaît par cœur, et donc elle va avoir un autre type de réaction.
il faut toujours prendre, pour moi, un lieu d'entretien qui est à votre avantage, ou à tout le moins un lieu que vous maîtrisez plus que cette personne. Il faut aussi que ça soit un lieu qui soit sécurisé. Et alors là, ça peut paraître anodin, ou vous avez peut-être pensé que mon discours va un petit peu trop loin, mais il est très important de sécuriser vos lieux d'entretien. Pas de ciseaux, pas de règles en fer. Il faut fermer les fenêtres. Pourquoi? Parce que j'en reviens à ce que je vous disais. Même si pour vous, les faits peuvent vous paraître pas importants, vous n'êtes pas à l'abri que la personne considère ça comme des choses vraiment dramatiques ou qui vont avoir une influence sur sa vie personnelle irrémédiable, etc. Et donc, j'en connais des exemples où vous commencez un entretien, vous n'avez pas fermé la fenêtre, vous tournez le dos 2 minutes et après, il peut se passer des choses très graves. Il faut, comme je vous le disais tout au long de ces webinars, les investigations forensiques, les enquêtes internes sont vraiment une matière où vous avez de l'influence sur les gens et surtout les gens vont se souvenir de vous. C'est un moment marquant de leur vie généralement. Donc il faut toujours en tenir compte, il faut toujours faire attention à ça. Ensuite, la deuxième partie de la préparation, c'est d'avoir une excellente connaissance du dossier. Donc, il faut pouvoir être capable de contextualiser les propos de la personne que vous allez entendre avec l'ensemble des faits que vous avez découverts tout au long de l'investigation. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de rebondir sur des déclarations, de détecter des mensonges, d'aller appuyer sur des points de détail pour en obtenir un petit peu plus, etc. Ensuite, en troisième point, Nicolas, vous vouliez intervenir sur la connaissance du dossier, peut-être? Oui, non, juste un mot. Enfin, oui, la connaissance du dossier, c'est vraiment un élément absolument clé. Par construction, quand vous commencez à travailler sur l'affaire, le dossier, vous le connaissez pas, ou en tout cas beaucoup moins bien que la personne que vous allez interroger, par construction. Et donc, on en reparlera, je pense, dans une ou deux slides, quand on parlera un petit peu des techniques d'entretien, des questions qui sont posées. Évidemment, ça repose sur une connaissance absolument méticuleuse de tous les documents qui auront été rassemblés pour créer la matière qui forme la base de l'entretien. Tout à fait d'accord. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à faire étalage de cette connaissance du dossier. Alors, bien sûr, pas dans son intégralité, mais par petits bouts au fur et à mesure. Si la personne vous déclare qu'il a fait, je sais pas, telle chose, vous pouvez très bien réagir en disant « c'était pas un dimanche plutôt ?» Ah si, vous aviez raison, c'était un dimanche. Et voilà, il faut en faire étalage, il faut en faire une démonstration afin de convaincre la personne en face que vous avez une excellente connaissance de sa vie, en fait, puisque le dossier, c'est une partie de sa vie. Le troisième point, c'est avoir conscience de l'image que l'on renvoie. Donc ça, c'est l'effet halo qu'on va traiter dans la slide qui est juste après. Mais c'est aussi un élément de préparation très important. Le but de l'entretien, ne pas perdre de vue tout au long de la durée, c'est, durant nos investigations, on a essayé de démontrer des éléments constitutifs d'une infraction. Il s'en est traduit des faits, et l'entretien est là pour ça. L'entretien est là pour recueillir l'avis, les commentaires de cette personne sur les faits, des éléments constitutifs qui ont été découverts. Donc il va falloir les préciser. On va vouloir avoir la signification aussi de certains faits, parce qu'il peut arriver, en entretien, on n'arrive jamais avec l'ensemble des réponses. Hein. C'est très très rare d'avoir un dossier clôturé à 100% et de réaliser l'entretien par la suite. Vous avez toujours des points d'interrogation là-dedans. Et donc, il va falloir aussi essayer pour avoir une meilleure compréhension de vos dossiers, d'essayer d'avoir la signification de certains faits. Et enfin, il va vous permettre aussi de déterminer les responsabilités et les complicités dans le cas d'une infraction pénale. Et enfin, la règle d'or, c'est qu'un entretien se mène toujours à charge et à décharge. Une des erreurs qu'on fait classiquement au début des investigations, c'est arriver en entretien avec la conviction que notre interprétation des faits est solide et ne supporte aucune modification. Et ça arrive à tout le monde de se tromper et d'avoir oublié une interprétation qui était possible, qui est souvent toute simple et toute bête, et d'avoir en face de vous la personne qui vous dit « mais non, mais là, ce que vous me dites, c'est tout simplement, c'est parce que je dis ça, parce qu'il y a ça ».
Et donc, ça donne des petits moments de solitude, mais bon, voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit. On y va à charge et on y va aussi à décharge. Et il ne faut pas avoir peur si on s'est trompé sur une interprétation de fait et que du coup on se trompe sur une responsabilité, sur la responsabilité de la personne qu'on a en face de nous, de faire retour arrière et de mener aussi l'entretien à décharge afin de clarifier la situation. Donc l'effet halo maintenant. Donc l'effet halo, c'est pour moi un élément qui est très important dans un entretien parce qu'il va conditionner l'ensemble des réponses que vous allez pouvoir recueillir. Alors l'effet halo, c'est quoi? Il est constitué de plein de choses en fait. Donc ça va être la première impression que vous allez donner à la personne. C'est tout bête, mais quand on arrive, les 2 premières minutes ou les 30 premières secondes vont définir la première impression, le premier jugement qu'il va avoir de vous. C'est très difficile de revenir en arrière sur une première impression. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut travailler et qu'il faut avoir prévu bien avant l'entretien. Il va y avoir le ton que vous allez utiliser aussi pendant l'entretien. Vous pouvez utiliser tout un panel de tons. Alors vous allez voir, c'est vraiment la partie où on se rend compte que l'entretien, ça peut être un petit peu une pièce de théâtre parce qu'on va vraiment jouer sur le contexte et la psychologie. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et le ton, par exemple, c'est un élément très utile. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut utiliser un unique ton pendant tout l'entretien. Bien au contraire, il faut savoir adapter le ton qu'on utilise en fonction du stade de l'entretien où on en est et en fonction des révélations qui vous sont faites. Donc on peut être paternaliste, on peut être autoritaire, on peut être amical, on peut être froid. En fonction des psychologies de personnes que vous avez en face de vous, un ton paternaliste ou un ton autoritaire sera mieux reçu qu'un ton amical. Votre style vestimentaire aussi peut avoir de l'influence sur les réponses que vous allez obtenir. En effet, on travaille tous en costume, en cravate. Des fois, il faut savoir pas mettre la cravate. Des fois, il faut savoir ne pas mettre le costume. Des fois, il faut savoir bien mettre les deux, justement, parce que dans la stratégie d'enquête, ça va avec le personnage que vous allez jouer. Votre attitude aussi va conditionner les réponses. Si vous avez une attitude souriante, fermée ou proche, bien sûr, les listes ne sont pas exhaustives. Ça va conditionner énormément l'entretien. Il faut aussi jouer avec votre façon de parler. La façon dont on se rapproche un petit peu du ton et de l'attitude. Et puis, il y a aussi une catégorie sur laquelle on ne peut pas influencer, ce sont les préjugés. Et en fonction du profil psychologique de la personne que vous avez pu dresser en amont durant toutes les investigations, vous allez pouvoir avoir des indices sur les préjugés qu'il a. Et tout simplement, il faut savoir aussi en tenir compte et il faut savoir aussi jouer avec là-dessus. Nicolas, n'hésitez pas à intervenir. Je ne sais plus si vous vouliez aller sur ce terrain. Sinon, on avait... C'est simplement le spécialiste de l'effet halo, donc je n'ai rien à dire. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Alors, donc voilà, donc tout ça, il faut le déterminer avant de faire l'entretien. Il faut choisir les meilleures caractéristiques qu'on va vouloir faire. Mais alors, une des choses qui n'est pas décrite dans l'effet halo, il faut aussi avoir une bonne connaissance de soi-même. Certaines personnes ne peuvent pas, par exemple, adopter un ton autoritaire. C'est pas dans leur nature. Certaines personnes ne peuvent pas avoir une attitude proche d'une personne. Je parle d'une personne qu'on ne connaît pas, bien sûr, vous m'avez compris, on est dans le cadre de l'entretien. Et donc, c'est très important, enfin, c'est une des choses que je trouve, moi, très intéressante en entretien, c'est que si vous avez meilleure votre connaissance de vous est, meilleur vous serez en entretien, tout simplement. Donc, on est vraiment sur ce que je vous disais, c'est une partie des sciences humaines. Donc, vous êtes obligé de vous connaître très bien, savoir très bien de quoi vous êtes capable, et vous êtes aussi obligé de connaître la personne vraiment à fond, en fait, pour pouvoir réaliser le meilleur entretien possible, la mettre dans les meilleures conditions possibles et obtenir les meilleures réponses possibles. Alors, un petit truc, si vous êtes en entretien avec 2 enquêteurs, la personne entendue va s'adresser instinctivement à l'interlocuteur qui aura le meilleur effet, l'effet halo le plus compatible avec sa personne. Donc, moi, ça m'est arrivé en entretien où j'étais avec... donc, mon camarade était à son bureau, il entendait une personne. Moi, j'étais dans mon bureau qui était... dans un bureau qui était situé derrière elle, dans son dos.
Et au fur et à mesure, la discussion s'engage, puisque un entretien, c'est surtout une discussion. Et on s'est rendu compte avec mon collègue que la personne se retournait de plus en plus pour s'adresser à moi. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, l'image que je lui renvoyais était mieux perçue que celle de mon collègue qui était derrière l'ordinateur en train de noter ses déclarations. Et donc, au fur et à mesure, comme on avait un peu d'expérience, je me suis rapproché du bureau, j'ai fait le tour, je me suis mis devant, et puis on a continué à amorcer la conversation jusqu'à ce que mon collègue en fait me laisse la place devant l'ordinateur pour que je puisse terminer de poser les questions, et lui a même à un moment quitté le bureau. Et ça, c'était juste une manifestation que cette personne, par nature, s'entendait mieux avec ce que je représentais pour elle. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à en profiter, enfin, à s'en servir. Et même à l'inverse, il y a des types de personnes, je pense qu'on le sait tous, on a tous des types de personnes qu'on n'aime pas, avec qui ça ne peut pas passer. Et c'est la même chose pour la personne qui sera en face de vous. Et si un jour vous vous retrouvez dans la situation où le type de personne que vous représentez pour elle ne marche pas du tout, il faut savoir passer le relais et céder la main à quelqu'un d'autre parce que l'entretien va se retrouver par nature bloqué en fait. Donc je poursuis, donc on va repartir sur notre projet Purple. Donc grâce à l'analyse digital forensique et surtout la lecture de tous les mails, etc., on a pu dresser un profil psychologique de Baptiste Flamand. Donc on va savoir, là on va avoir une personne qui va être plutôt épicurien, qui va supporter mal les règles et l'autorité, qui va avoir un certain goût du risque. Partons là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va choisir comme lieu d'entretien? À partir du moment où c'est une personne qui supporte mal les règles, alors quand je dis mal, bien sûr, hein, avec toutes les nuances que ça peut avoir, les règles et l'autorité, eh bien, il sera peut-être de bon ton de pouvoir l'entendre dans un lieu qui va pouvoir représenter ces règles et cette autorité. Ça va la mettre mal à l'aise et elle ne sera pas confortable là-dedans. Et ça, c'est une chose qui peut être bénéfique pour l'entretien. Donc, on va pouvoir choisir, par exemple, le bureau de la direction de la filiale ou du siège. Et aussi, donc pour la connaissance du dossier, je vous ai fait le récapitulatif des faits constatés. Donc, on a une évolution de chiffre d'affaires des deux fournisseurs. On a du sponsoring qui est à moitié caché. On a tous les échanges de mails dans les périodes d'appel d'offres où on a des indications sur les prix des concurrents. Et on a retrouvé des photographies au club nautique où on voit toutes ces personnes en train de faire leur sport et de s'amuser et de faire la fête. Donc, un mot aussi sur le but de l'entretien, qui va être de confirmer en l'espèce l'infraction de corruption. Oui, donc sur la slide, vous avez un petit rappel des éléments constitutifs en fait qui sont à démontrer s'agissant d'une infraction pénale. Donc l'élément légal, tout d'abord, on parle ici d'un soupçon de corruption. Donc l'infraction correspond à une définition qui est donnée par la loi, et en l'occurrence l'article 445-2 du Code pénal. Vous avez ensuite, de manière très classique, deux éléments, enfin deux catégories d'éléments qui vous permettent de démontrer, le cas échéant, que l'infraction est constituée. Donc c'est l'élément matériel, tout d'abord. Donc là, sur la slide, vous avez toutes les données qui permettent de démontrer que la matérialité de l'infraction est bien établie ici. Donc les mails découverts, les photographies, etc., etc. Et ensuite, vous avez l'élément moral ou intentionnel, c'est-à-dire le fait de pouvoir démontrer que la personne qui a commis certains faits les a commis avec l'intention d'enfreindre la loi. Et donc là, vous avez sur la slide les différentes pièces du dossier qui vous permettent de démontrer, en tout cas de considérer que Baptiste Rigaud avait bien l'intention de participer à un pacte de corruption pour obtenir ce sponsoring de son club nautique. Effectivement, et je me permettrai juste d'ajouter que l'élément moral, c'est le plus dur à démontrer au cours d'une investigation, et que c'est très souvent au cours de l'entretien, par les réponses qu'on va pouvoir récolter, qu'on va pouvoir le démontrer ou pas.
Donc, des questions en général, je vais me permettre d'accélérer parce que j'ai été un petit peu long, je m'en excuse. Donc, c'est une partie qui a pour but de nous présenter à la personne visée. On va présenter le cadre d'enquête, on va présenter les faits qui sont visés aussi. Et on va donc, comme je vous le disais, par les faits à l'eau, par toute une série de stratégies, définir implicitement la relation qu'on va pouvoir avoir avec la personne tout au long de l'entretien. Donc, ça nous permet aussi d'établir les règles d'entretien. Et ce sont aussi des questions qui n'ont pas forcément d'intérêt pour l'enquête, mais qui vont nous permettre d'habituer la personne tout simplement à répondre facilement aux questions. Donc généralement, c'est une série de questions d'ordre général qui portent sur elle-même, son carrière, son rôle, ses responsabilités ou son service. Et on va glisser tout doucement après vers des généralités de fonctionnement et de processus. Donc, on va en venir une fois qu'on va être là. Donc, pour revenir sur les questions générales, des fois, on arrive aussi à glisser des petites questions qui vont, pour le coup, intéresser l'enquête avant d'arriver à cette partie de confrontation aux faits. Dans tous les cas, on va partir du général pour aller vers le particulier. Et le rythme de l'entretien, quand on va arriver dans cette partie de confrontation aux faits, devient très important et il doit surtout être contrôlé par l'enquêteur. Toujours pareil, ça va vous permettre d'amener la personne en face à vous donner les meilleures réponses possibles pour enfin avoir le meilleur éclaircissement de l'investigation. Donc, il faut diriger l'entretien progressivement vers des faits de plus en plus précis, mais toujours laisser l'opportunité à la personne d'aborder les faits elle-même. Pourquoi? Parce qu'on enquête à charge et à décharge, et même dans le cas où on aurait une personne qui aurait fait des faits incriminants, c'est quand même lui rendre service de la laisser d'abord elle-même les aborder. Et de même, en faisant cela, il peut arriver aussi que la personne vous raconte des faits qui n'ont pas été établis par l'enquête. Alors quand c'est comme ça, la meilleure chose à faire, c'est surtout de n'avoir aucune réaction, de surtout ne pas montrer sa surprise à la personne. Il ne faut pas lui donner l'information qu'elle est en train de vous apprendre quelque chose, sinon elle s'arrêtera dans sa déclaration spontanée. Et donc à droite, vous avez un exemple de question avec une petite spirale pour montrer qu'on va du général au particulier, des questions qu'on pourrait poser pour aborder le sujet du club nautique sans avoir l'air de vouloir l'aborder directement. Je passe, ensuite pour le projet Purple, donc on a un déroulé des questions, un petit exemple de comment on pourrait procéder. Donc, est-ce que vous avez des relations avec vos fournisseurs? Sous quelle forme? Intervenez-vous souvent auprès du fournisseur? Si oui, lesquels? Est-ce que vous connaissez ces deux fournisseurs-là? À quelle occasion? Expliquez-moi précisément. Mais alors, du coup, est-ce que vous connaissez M. Frédéric Coué et Jean Versty? Mais alors, pourquoi? Quelle réaction? Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas évoqué avant, etc. Et donc là, on va arriver tout doucement dans une phase où on va pouvoir poser, j'ai pas encore avancé de faits qu'on a pu découvrir au fur et à mesure de notre investigation. Hein. Tout le but de cette partie-là, c'est de laisser la personne faire des déclarations spontanées, et puis il faut aussi lui expliquer que c'est dans son optique, dans son intérêt de faire des déclarations spontanées. Donc, on arrive à la dernière phase, la plus difficile. En entretien, on rencontre des difficultés. Alors généralement, c'est quand on a commencé à confronter la personne, parce que la personne que vous avez en face n'est pas bête, bien sûr. Elle sait, si elle a des faits à se reprocher, elle sait exactement lesquels, et elle vous voit arriver aussi au fur et à mesure. Donc, elle peut adopter deux attitudes face à cela, donc des attitudes de défense. Donc, on peut tomber sur une personne qui refuse de répondre aux questions, qui veut mettre fin à l'entretien, qui va vous mentir, qui va donner des explications de plus en plus vagues pour essayer de ne pas répondre aux questions, ou même d'admettre les évidences. On peut aussi avoir des attitudes d'attaque où la personne peut répondre par agressivité et la tentative de prise de contrôle de l'entretien. Sur les questions, la personne va se mettre à poser des questions, elle va refuser votre rythme pour essayer de ralentir, pour essayer d'accélérer. Et donc là, c'est une perte de contrôle sur l'entretien. Donc, il faut savoir réagir à ces difficultés. Moi, j'ajouterais dans les attitudes de défense l'une de celles que à titre personnel, j'ai trouvé les plus compliquées à gérer. C'est le noyage du poisson par une personne qui est entendue, qui est un expert dans son domaine, par exemple un trader sur des produits exotiques très complexes.
Ce sont des choses que vous, en tant que juriste, en tant qu'avocat, vous ne connaissez pas bien. Et donc, c'est très facile de se faire mener en bateau, de se faire complètement inonder par une manne d'explications techniques, etc. C'est vraiment pas évident de contrer ça. Et donc, le maître mot, c'est encore une fois de garder le contrôle de l'entretien et au besoin d'amener la personne que vous entendez à vulgariser son propos, à vous parler comme si vous aviez 5 ans et que vous étiez ce que c'est qu'un produit dérivé pour les classes maternelles. Alors, c'est très intéressant parce que cette stratégie, effectivement, de expliquez-moi ça comme si j'étais un enfant de 5 ans, toute cette vulgarisation, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser en entretien qui porte souvent ses fruits, puisque ça oblige la personne, justement, à laisser tomber toutes ces explications vagues. Moi, c'est plutôt le refus d'admettre les évidences qui me demande à chaque fois beaucoup d'énergie en entretien. Je suis tombé sur des personnes qui, à la limite, alors qu'on était en pleine journée, étaient capables de vous dire droit dans les yeux, dehors, il fait nuit. Et là, ça commence à être très difficile et ça demande beaucoup d'énergie pour essayer de débloquer la situation. Alors effectivement, on a plusieurs techniques de déblocage des situations. Alors, ce que vous trouvez là, bien sûr, c'est pas une méthodologie. Hein. Là, ça va dépendre de l'effet halo, bien sûr, mais ça va dépendre aussi de vos capacités, de la façon dont vous voulez gérer l'entretien. Mais vous avez ici des suggestions. Donc, face en mensonge, on peut y opposer la connaissance de votre dossier, donc contrer sur les détails, et donc vraiment raisonner ou alors raisonner directement sur les détails du mensonge, savoir qu'un mensonge est toujours basé sur une généralité et il s'effondrera sur les détails. Et donc c'est très important quand vous êtes face à un mensonge de descendre vraiment à un niveau de détail assez élevé. Sur les personnes qui refusent de vous répondre à un moment, donc c'est son droit, on l'a vu. Hein. Donc là, tout d'abord, pour moi, la première chose à faire, c'est de changer d'attitude, parce que si vous arrivez sur un refus de répondre, c'est que vous avez adopté une mauvaise attitude avec cette personne. Donc il faut savoir changer de rôle là-dessus, et là, il faut après ouvrir la discussion et expliquer à la personne où est son intérêt, en toute franchise et en toute honnêteté, bien sûr. Et lui expliquer basiquement que bien sûr il peut refuser de répondre. Par contre après l'entreprise elle est libre de déduire ce qu'elle veut de ce refus de répondre. Face à de l'agressivité, le plus important dans tous les cas, c'est la passivité. Et donc bien sûr il va falloir changer d'attitude, puisque si vous avez de l'agressivité en face, c'est votre attitude à suggérer que cette personne pouvait se permettre d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais en premier lieu, c'est la passivité. Ne jamais vous énerver en entretien. À partir du moment où vous commencez à vous énerver en entretien, vous pouvez mettre fin à l'entretien. C'est terminé. Vous avez perdu le contrôle de l'entretien et vous n'obtiendrez plus rien de bon en fait de cet entretien. Ça, on n'est pas loin vraiment de la faute. Hein. Il faut savoir, comme je vous le disais, c'est du théâtre, donc on change de rôle, ça pose pas de souci. Mais à partir du moment où vous répondez à l'agressivité par de l'agressivité, c'est que vous êtes en train de gérer ça au niveau personnel. Et donc ça, c'est une faute. Vous perdez votre objectivité d'enquêteur. Sur de nombreuses imprécisions, il ne faut pas hésiter à faire du questionnement, à faire du raisonnement. Alors, c'est quelque chose qui peut être très chronophage et ça peut rallonger l'entretien de quelques heures. Moi, généralement, ce sont les techniques que j'utilise. Et enfin, quand vous êtes face à un refus d'admettre les évidences, alors moi, comme je vous disais, c'est un peu ma bête noire, c'est vraiment celle où ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Il faut partir sur des démonstrations et il faut faire du raisonnement mathématique, pareil, descendre au niveau de détail pour essayer de trouver un point commun où déjà vous êtes d'accord, et puis après élargir au fur et à mesure pour essayer de lui faire admettre les faits. Et enfin, en dernier recours, vous pouvez aussi essayer une autre stratégie qui s'appelle où on passe outre, en fait. La personne refuse d'admettre, c'est pas grave, vous passez à la question suivante. Et par contre, là, vous allez laisser des questions dans la tête de votre interlocuteur qui va se demander pourquoi, alors que vous dites non, vous continuez d'affirmer dans la question suivante qu'il s'est passé ça, etc. Et donc, ça peut aussi essayer de débloquer la situation. Mais on en est bien là, hein. Ce sont des techniques pour débloquer la situation. Et la première chose, le but, c'est vraiment d'avoir un dialogue constructif avec la personne que vous entendez. Et une autre technique qui vient à l'esprit aussi, c'est celle qui consiste à essayer d'actionner des leviers qui vont provoquer l'adhésion, en quelque sorte. Voilà, vous êtes confronté à un refus d'admettre les évidences.
en plus de la démonstration et du fait de passer à la question suivante, une technique peut consister à dire, écoutez, moi, quelque part, si vous voulez que je vous aide à expliquer ce qui s'est passé, je ne pourrais pas le faire si vous ne coopérez pas. En fin de compte, moi, je demande qu'à entendre vos explications. Je ne demande qu'à être convaincu, mais si vous persistez à nier des évidences, ce qui ne nous permet pas d'avancer, on ne pourra pas y arriver. Et pourtant, c'est dans votre intérêt. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ça m'est arrivé aussi très souvent de dire, écoutez, avec ce que vous me dites, je ne peux pas retourner vers mon client pour lui expliquer ça. C'est ridicule, ça ne va pas passer. Donc, à un moment, il faut qu'on travaille et qu'on réfléchisse à essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'apporter des vraies réponses. Tout à fait, oui. Et donc là, bon, je vous avais mis un exemple dans le projet Purple face à un mensonge de Monsieur Flamand. Donc, on va laisser d'abord l'interlocuteur qui a le meilleur effet halo s'exprimer. On va prendre une attitude de constat. On confirme ses déclarations, les contre avec un premier email. On va rappeler les déclarations précédentes qui contredisent cet état de fait. On va relire les passages concernés. On va adopter, là, on va rechanger d'attitude en disant, écoutez, maintenant, il va falloir qu'on discute parce que là, ce que vous me dites, factuellement, c'est pas possible. Et donc, il faut ouvrir la discussion là-dessus. Et si ça débloque pas la situation, ben on va prendre un deuxième email ou alors on va prendre des photographies qu'on aura découvertes ou le contrat de sponsoring et il faut les poser au fur et à mesure en disant, mais écoutez, mais moi j'entends ce que vous me dites, mais factuellement, ça colle pas. Donc, je pense que le dialogue, globalement, le dialogue constructif, c'est ce qui marche quand même le mieux sur les entretiens. Il nous reste à vous remercier pour votre participation, vous faire part du plaisir que j'ai eu tout au long de ces 4 webinaires à pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'était le monde de l'enquête interne. Et bien sûr aussi, Nicolas, je vous adresse mes plus sincères remerciements pour votre aide sur ce webinaire. C'est moi. Merci beaucoup, Benjamin, et merci à tous de la qualité de votre écoute. Bonne journée. Merci encore. Au revoir.